Salut tout le monde! Dans cet épisode du 9 à 5, je reçois beaucoup de Vincent. Vincent Gagnon, qui est artiste peintre, et Vincent Rioux, qui est BDiste. J'espère que vous allez apprécier cette discussion. Salut, moi c'est Simon. Dans la vie, j'ai eu plein de chapeaux. Pas celui-là dont je me sers pour protéger vos yeux de mon crâne amusant. Je suis parti de chapeaux professionnels. J'ai été barman, physio, entraîneur, ramasseur de duvet de poussin, expert en décoration de café, gratteux de guitare, tatoueur, aideur de mal pris. Dans ce balado, je rencontre du monde qui, comme moi, n'ont pas nécessairement pris le chemin le plus droit sur la grande autoroute de la vie. Bref, on parle de tout, sauf d'un 9 en 5. Alright. Salut les Vincent, comment ça va? Salut le Simon. Ça va très bien, merci. Good. Je suis vraiment content de vous recevoir parce qu'aujourd'hui, on va parler entre trois artistes qui sont visuels en général, puis en tout cas, vos carrières m'intéressent beaucoup, puis les petits tournants qui se passent. C'est ça, j'ai envie d'en connaître plus sur vous autres, puis j'imagine que le monde qui écoute le balado aussi. On va commencer par la base, les gars. Je veux juste un peu plus connaître votre parcours, surtout ce qui a trait à l'art visuel. Ouais. Je laisse commencer, Vincent Rioux. Vincent Rioux-Varro, surtout illustrateur puis auteur de bande dessinée depuis presque 30 ans. Ça fait déjà une éternité. J'ai toujours dessiné depuis que j'ai 4 ans, puis ça fait depuis que j'ai peut-être 19 ans que je gagne ma vie en dessinant. Ça fait que je fais que ça. Je me lève, je dessine le matin, je fais surtout mes bandes dessinées, je fais des contrats d'illustration, puis je fais un petit peu d'atelier scolaire puis de l'enseignement depuis peu. On en reparlera plus tard. Oui, certainement. Vincent Gagnon maintenant, artiste peintre qui t'a récemment lancé une expo aussi. Oui. Comment ça se passe tout ça? D'où est-ce que ça devient la passion pour la peinture? Ben, tu sais, comme Vincent, j'ai commencé à dessiner jeune, mais peut-être pas à 4 ans, mais peut-être plus dans mes débuts secondaires. Puis j'ai étudié en art, moi, au cégep de Rimouski. Puis c'est ça. Ce parcours-là m'a amené à devenir conseiller en publicité pour des médias. Mais j'ai toujours voulu pousser la création puis la peinture. Puis cette année, ben j'ai eu une opportunité de le faire. Fait que j'ai poussé ça. Ouais, j'ai ouvert ma petite galerie pour faire un test, voir si c'était bon pour le marché. OK. Ouais. Puis quand tu me parles d'avoir eu une petite opportunité, comment ça s'est passé, ça? C'est quoi cette opportunité-là? Ben, tu sais, dans le fond, moi, j'étais actionnaire pour Vitalité économique. Puis j'ai décidé de vendre mes actions après 8 ans. Puis ce changement-là de carrière a fait que, dans le fond, j'ai rentré pour la radio pour la FM 93, puis le local d'en bas était disponible. Puis j'ai pris l'opportunité de prendre le local en même temps pour travailler de la radio, puis en même temps travailler de ma création. OK, fait que toi, dans le fond, c'est vraiment pas la première fois que t'es en avant d'un micro comme ça, t'es tout à fait à l'aise. Non, moi, je vends de la pub, j'ai le micro. Pas de micro, non, c'est ça. Es-tu plus gêné un peu dans la vie ou pas du tout? Quand même un peu, ouais. OK. Ouais. Ça paraît pas trop, mais... Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. OK. Puis toi, dans le fond, c'est ça, tu dessines depuis que t'as 4 ans, c'est quand même faramineux. J'ai tout le temps su que je voulais faire ça, mais à l'époque, ça n'existait pas, mon métier au Québec. Okay. Illustrateur, ben, surtout dessinateur de bande dessinée, il y en avait des milliers en France puis aux États-Unis, au Japon, mais ici, c'était impossible. Ça fait que j'ai fait la carrière à la dure. J'ai pas eu le choix de partir étudier en Europe, dans une école de bande dessinée, apprendre mon métier là-bas, puis après revenir au Québec pour essayer de commencer une carrière. Parce que je voyais bien que ça servait absolument à rien que je reste en France. Le coût de la vie était 3 fois plus cher qu'au Québec. Mm-hmm. Ça fait que je suis revenu chez nous. J'ai commencé à faire mes dessins, j'ai approché les éditeurs. J'ai eu la chance d'avoir des contrats assez vite parce que à l'époque, justement, il n'y avait rien. J'ai été le 3e Québécois qui a réussi à gagner sa vie en faisant de la bande dessinée. Fait qu'à la base, tu avais pratiquement le monopole ou presque de la BD. Oui, la bande dessinée pour adultes, on va dire, parce que dans le temps, tout le monde pensait que la bande dessinée, c'était pour les kids. Fait que tout le monde disait « Ah, tu fais des petits bonhommes. » Non, je raconte des vraies histoires, comme dans les films, comme dans les romans, des vraies histoires. OK. Puis, en fait, parle-moi de ton parcours scolaire. C'est quand même fascinant, une école de BD. T'as-tu été là à l'âge d'un cégepien, mettons, en finissant secondaire, on décolle là? Oui, effectivement. Ben, j'ai fait mon cégep en graphiste à Rivière-du-Loup. Puis je te dirais, c'est pas mal là que j'ai tout appris. Les bases de la composition, de la couleur, de l'anatomie. Puis après ça, quand je suis arrivé là-bas, ça a été une méga grosse déception parce que c'est une école d'art. Une école d'art, ça ressemble à une école d'art, c'est à peu près toutes pareilles, là. C'est l'histoire de l'art, puis l'anatomie, de scène d'observation. Fait que j'ai réappris tout ce que je savais. J'aurais pu enseigner ces matières-là si j'étais resté au Québec, puis j'avais voulu être prof dans les cégeps. Fait que j'ai vite déchanté, puis j'ai dit, je peux pas perdre encore 3 ans à revoir toutes les mêmes matières. Fait que là, j'ai resté à l'école quelques mois, 6 mois à peu près,
pour juste avoir des contacts, rencontrer des amis, me faire une gang. Puis à toutes les fins de semaine, j'allais dans des festivals de bande dessinée, j'allais voir des vrais ateliers d'auteurs qui se mettaient en atelier puis qui créaient des livres. Puis c'est comme ça que j'ai appris, en leur montrant mes dessins. Puis à l'école, on n'apprenait pas assez vite. Ils nous faisaient faire dans toute l'année 10 pages de bande dessinée. Hey. C'est pas assez. Un auteur, il doit sortir à peu près 60 pages au moins par année pour réussir à vivre. Fait que moi, je faisais une page par semaine, puis j'allais montrer ça. Ils me donnaient des critiques, je revenais chez nous, puis j'ai travaillé comme un fou, là. Je faisais juste dessiner. Puis c'est comme ça. Il y a beaucoup de monde qui nous dit souvent « Hey, t'es chanceux, t'as du talent. » C'est fou, zéro faux. Oui. C'est pas le talent qui fait que tu vas réussir, c'est juste le travail. Puis, Le temps que tu y as mis. ouais. Il y a du monde, j'ai connu dans ces écoles-là du monde qui était nul en dessin. Mais ils voulaient tellement faire ça qu'aujourd'hui, ils sont professionnels. Puis j'en ai connu d'autres qui avaient, on pourrait dire, un talent inné. Puis aujourd'hui, ils font rien. C'est vrai. Ça prend une drive de business aussi, clairement. Ouais. Que toi, t'avais. Là. On entend bien que tu travaillais comme un fou. Puis, Ouais, ben je viens d'une famille d'hommes d'affaires. Je suis le petit canard noir. Je suis le seul qui dessinait. Les autres, c'est tous des hommes d'affaires. Ça fait que c'était assez inné pour moi. Si je veux faire 100$, ben il faut que je vende mes dessins puis que je m'organise pour pas laisser les sous à un imprimeur, un distributeur, que je m'organise pour aller ramasser le plus d'argent que je peux avec mon travail. C'est une PME, là, gérer une carrière d'artiste. Puis si je m'intéresse à ton parcours scolaire à toi, dans le fond, tu as étudié en art. Puis là, Vincent disait que toutes les écoles d'art se ressemblent. Ça ressemblait à quoi, toi? Ben, tu sais, mes études au cégep de Rimouski, moi, j'ai fait 2 ans. J'ai même pas fini mon parcours. J'étais comme le petit mouton noir, moi aussi. Tu sais, je rentrais pas dans le cadre. J'étais plus lui qui voulait foncer. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai quitté le cégep en me disant, ben, tabarouette, je vais vous prouver qu'on peut en vivre. Puis j'ai poussé, j'ai travaillé fort, puis tu sais ce que tu disais tantôt, mon gars me dit la même chose. Ouais, mais papa, toi t'as du talent. Ben tu sais ce talent-là, ben je l'ai travaillé, tu sais jour après jour, puis tu sais projet après projet, puis j'ai jamais arrêté. Puis tu sais moi mon frère il était meilleur que moi en dessin, en sculpture, puis tout. Puis tu sais c'est ce qui m'a poussé à lui prouver aussi. Tu sais je sais pas, j'avais ce besoin-là de prouver à pas juste à moi, mais en même temps à mon frère, puis à mes profs qui étaient comme des pères dans un sens, là, qu'on pouvait en vivre sans nécessairement aller chercher des papiers académiques. Fait que c'est sûr que tu sais mon parcours d'artiste versus mon parcours de conseiller en publicité, tu sais ça m'a amené du pain ça la planche pour pouvoir en vivre. Puis tu sais aujourd'hui ben là je peux me permettre un peu les deux. Puis moi, j'ai fait la même affaire que toi. Hein. Mon but, c'était d'avoir une vraie job à côté pour être capable de survivre. Parce que les 10 premières années comme artiste, c'est impossible. Moi, j'ai travaillé comme graphiste quand je suis revenu au Québec. Puis ça a pris des années avant que je sois capable de gagner ma vie juste avec mes dessins. Ouais, puis c'est le premier conseil que je donne à tous les jeunes. Trouvez-vous plusieurs revenus. Parce que si tu fais juste ça, que ce soit n'importe quoi, là, de la peinture, du dessin ou même du pain, tu vivras pas des premières années en vendant du pain. Là. Trouve-toi un autre job à côté. Puis à un moment donné, tu vas y arriver, mais c'est long comme parcours. Ouais, c'est très long. Faut être vaillant. Ouais. Pour que cette sideline-là devienne, tu sais, vivre de sa passion, là. C'est des affaires qui m'intéressent vraiment dans la vie, là, vos anciennes vies, dans le fond. Ça a été quoi ton sideline pendant que tu essayais de vivre la BD quand tu poussais? Moi, j'ai étudié comme graphiste. Quand je suis revenu de Belgique, je faisais mes pages, je dessinais à tous les soirs, puis à toutes les fins de semaine dans mes projets de bande dessinée. Puis le jour, je travaillais comme graphiste. Quand j'ai été tanné, parce que là, à un moment donné, t'es tout le temps dans la création, là, ça devient un peu lourd de tout le temps faire des images, que ce soit des pubs ou des dessins. J'ai dit non, je veux plus faire de graphisme, c'est trop demandant, c'est la même chose que j'essaie de refaire le soir. Fait que j'étais allé travailler dans un centre vidéo, tout simplement, tu sais, pour avoir une petite job de base, pour être capable de survivre. Puis après ça, mon premier livre, j'ai eu 3-4 000 $ pour faire mon premier livre. Ça m'a fait connaître. Puis tout de suite, mon deuxième livre, là, j'ai signé avec le plus gros éditeur en Europe qui m'a permis tout de suite de gagner ma vie en faisant de la bande dessinée. Wow. C'était encore les belles époques dans ce temps-là. Pendant 13 ans, j'ai pu gagner ma vie qu'en faisant que des pages de bande dessinée. Mais le genre de la bande dessinée est fini. Il y a la surproduction
a tué toutes les formes d'art à peu près, là, que ce soit même aujourd'hui le jeu vidéo qui est super rentable, mais il est plus à cause de la surproduction. On a eu ça en musique, on a eu ça en bande dessinée. Ben, bon, année, quand t'es 7000 auteurs dans le monde qui font de la bande dessinée, puis en 10 ans plus tard, tu te retrouves 100 000 auteurs, il n'y a pas 10 fois plus de lecteurs, là. C'est les mêmes lecteurs à peu près, là. Ça fait qu'on s'est séparé une tarte qui était déjà pas payante. Il y a à peu près 5% des auteurs de bande dessinée qui gagnent leur vie. Puis les éditeurs, eux autres, ils s'en foutent d'avoir 1000 auteurs ou 10 auteurs. Pourvu que le nombre de livres soit atteint à la fin de l'année, ils font leur argent. Tu sais, là, j'ai ma petite galerie, mais tu sais, d'amener le monde là, puis tu sais, d'acheter des toiles à 2000, à 1700, 1008, 2000, c'est pas évident, tu sais. Faut vraiment que tu t'ailles chercher, puis que, comme je te disais tantôt, là, le but, mon prochain objectif, c'est de rentrer dans les entreprises. Tu sais, d'essayer justement, au lieu d'avoir des toiles de chez Winners, ben tu sais, d'avoir des toiles d'artistes locaux. Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais ça serait important aussi de sensibiliser les gens en général à consommer de l'art de façon intelligente, justement. C'est en plein ça. Oui, ça coûte cher. Oui, c'est un peu un produit de luxe. Ouais. Mais justement, tant qu'à surproduire chez Winners puis t'acheter une toile générique, c'est sûr qu'encourager un artiste, c'est the way to go. Surtout avec les temps qui sont durs, là, je vais faire un parallèle avec le tatou. Ouais. Justement, tu parles de saturation du marché. Nous autres, après le COVID, en fait, pendant le COVID, tout le monde puis leur mère se sont commandé une machine à tatouer sur Amazon. Ah ouais, c'est ça. Puis on a été débordés par des tatoueurs qui commençaient, qui travaillaient pour pas cher. Puis ça en est même devenu une mode, les mauvais tatous. Ok, je veux dire, mauvais, c'est super subjectif, mais d'un côté technique, c'est vrai qu'ils sont un petit peu inférieurs. Reste qu'il y en a tellement eu, puis les gens ont tellement vu ça comme image de tatou, qu'ils ont commencé à aimer ça. L'idée a germé que, OK, un tatou, c'est supposé ressembler à un dessin que t'as fait sur le coin d'une napkin, mettons. Ouais. Là, c'est ça, la grosse mode. Puis ça, là, c'est super important de dire aux jeunes qui commencent en art, charge le bon prix. C'est pas difficile, fais une petite recherche sur Internet, tu vas savoir c'est quoi le prix d'une toile, d'un tatou de telle grandeur ou d'une page de bande dessinée. Il y a tout ça à cette heure. Puis si tu charges la moitié du prix en disant je vais avoir plus de monde, ça va te prendre des dizaines d'années monter ton prix. Parce que tes clients vont dire ouais, mais avant, tu chargeais juste la moitié du prix. Ouais. Fait que tu te nuis à toi, puis tu nuis à tout le monde en arrière. Si tout le monde charge à peu près le même prix, les clients, ils gossent pas, là. Ils savent que c'est ça le prix pour une page de bande dessinée, pour une peinture, un tatou, ils te payent. Tu parlais de la mort de l'âge d'or de la BD. Comment tu compenses ça maintenant? Je te dirais justement qu'avant, il y avait à peu près 700 nouveautés francophones par année. Là, on est rendu à 7000 nouveautés francophones par année. On est peut-être 3 fois plus d'auteurs aussi. Tu sais, ça fait que ça n'a plus aucun sens. Puis là, les éditeurs, eux, ils nous disent, bon, ben, à place de vendre... L'auteur connu qui vendait 30 000 livres, aujourd'hui, il va en vendre 7-8 000 à cause que la pointe de tarte rapetisse. Fait que ton éditeur, il va dire, je te donne le tiers de ta paye que je te donnais avant parce que tu vends 3 fois moins. Mais toi, si t'as le tiers de la paye, tu peux pas faire la même qualité de produit. Fait que ce que ça fait que les bandes dessinées se sont adaptées. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les romans graphiques. Des bandes dessinées avec très minimalistes, avec presque pas de décor, puis 2, 3 cases par page. Souvent, les gens sont contents. Ils disent hey, j'ai une bande dessinée de 150 pages. Compte le nombre de cases. T'as moins de cases dans ta bande dessinée de 150 pages que dans un vieux Tintin, là, tu sais. Là, j'ai pu comprendre que tu passais un peu à l'enseignement pour... C'est-tu pour pallier à ça ou c'est quelque chose que... C'est pour pallier à ça, vraiment. Okay. C'était pas par envie de transmettre tes connaissances nécessairement? J'ai toujours dit quand je vais être vieux, je vais enseigner. Parce que depuis 30 ans, je donne des ateliers 1 fois ou 2 par semaine. Là. Tu sais, je veux pas trop en donner parce que ça prenait mon temps de travail, de dessin, de création. Mais je disais, mec, je sois vieux. Puis là, j'ai eu 50 ans cette année. Fait qu'à un moment donné, tu sais, si à un moment donné, je vais avoir une retraite, encore une fois, comme travailleur indépendant, autonome, t'en as pas de retraite, rien là, quand t'arrêtes. Fait que là, j'ai dit, ça me prendrait un petit job à mi-temps pour continuer à dessiner. Puis j'ai tout le temps voulu transmettre, oui, ce que je connaissais, parce que ça sert à rien d'apprendre 100 000 affaires puis de mourir avec ça, d'être enterré avec tout ce beau savoir-là. Fait que j'aime ça, jaser aux jeunes, c'est super stimulant. Moi, je dis, ça, c'est un autre conseil que je donne souvent. Souvent, les jeunes vont se renfermer dans une clique de jeunes.
Les vieux vont se renfermer dans une clique de vieux. Puis ils vont dire, ah, les petits maudits, ils se pensent bons. Puis les jeunes vont dire, ah, les vieux maudits font tout le temps la même affaire. Puis, tu sais, c'est tellement malsain, cette pensée-là. Là. Il faut s'ouvrir comme artiste. Les vieux ont l'expérience et ont le savoir. Les jeunes, ils ont l'énergie. Puis quand tu te tiens un peu avec tous ces milieux-là, tu évolues tellement plus que quand t'es juste avec un milieu fermé qui font toute la même chose, là. On va y aller côté de ta peinture. Ouais. J'ai vu une évolution dans ton style où tu montrais les affaires que tu faisais avant, tu étais plus dans l'abstrait. Ouais. Là, tu as incorporé du figuratif. Comment t'en es arrivé justement à germer toutes ces idées-là puis te diriger vers ce que tu fais maintenant? Ben, tu sais, quand j'ai étudié au cégep de Rimouski en art plastique, tu sais, on utilisait plusieurs médiums. Tu sais, la vidéo, la photo, tu sais, on faisait un peu de tout, là, peinture, etc. Puis, tu sais, dans mon parcours, j'ai commencé beaucoup dans l'abstrait pour mélanger les couleurs, tu sais, la structure, connaître justement le cercle chromatique, puis tu sais, faire les bons ajustements de couleurs. Puis, avec le temps, ben, je me suis mis à utiliser l'informatique. Tu sais, je suis dans le fond le parcours de la vie. Là, on est beaucoup, on a tout le temps des téléphones, on a des ordinateurs. Fait que tu sais, j'utilise beaucoup ça. Moi, je fouille sur Internet, je prends des images, je les déconstruis, je les grossis, je vais chercher des parties qui m'intéressent. Puis à partir de là, ben tu sais, c'est là que je vais faire ma création. Okay. Fait que tu sais, l'informatique est très important aujourd'hui là. Ouais, ben c'est ça. Faut s'adapter aux outils. C'est ça. Parlant d'outils, je suis sûr que tu dois en entendre parler souvent, là, mais le AI, c'est-tu quelque chose que vous utilisez dans votre profession ou c'est quelque chose qui est... Pour ma part, l'intelligence artificielle, je l'ai utilisé dernièrement pour mon exposition, pour la description de mes œuvres. J'étais comme serré dans le temps un petit peu. J'ai fait crème, pourquoi pas l'utiliser, tu sais, j'utilise l'informatique, fait qu'autant l'utiliser. Fait que j'ai pris une photo de ma toile, je l'ai mis, puis j'ai demandé de me composer un texte descriptif, galerie d'art. Fait que tu sais, il m'a sorti des textes, puis après ça, j'ai retravaillé. J'ai pas mis ça intégral, là. On s'entend, là, j'ai retravaillé pour avoir ma touche, mais oui, ça a facilité mon travail beaucoup. Tu l'as utilisé comme un outil pour sauver du temps. Tu sais, c'est un peu triste dans le sens que j'aurais pu engager une personne, que c'est sa job de composer des textes, tout ça. Est-ce que tu as le budget pour faire tout ça? J'ai pas le budget pour ça. Fait que tu sais, là, c'est comme la facilité, la simplicité. C'est comme une calculatrice. L'intelligence artificielle fait peur à bien du monde. Moi, le type d'illustration que je fais, il y a à peu près 60 personnages, 30 chars. C'est sur le coin de la rue Saint-Germain, à telle place, en 1962. Essaye de sortir ça, ça marche pas. Ça se peut pas. Là. Ça fait que l'IA, tu peux dire, je veux un chat bleu, tu vas en avoir un. Je veux une madame avec les cheveux roses, tu vas en avoir un. Mais si tu dis, je veux une madame sur le coin de la rue, à telle place, à telle année, avec tel auto à l'avant-plan, ça marchera jamais. Tu peux pas utiliser ça pour faire ta création. Là. C'est ça. Ça fait qu'il faut l'utiliser comme un outil, tout simplement, comme un outil de recherche. Effectivement. C'est juste à ça que ça sert pour l'instant. Puis je pense pas que ça aille vraiment beaucoup plus loin. Tout le monde dit, hey, ce n'est qu'un début. Non. On voit déjà que l'IA est en train de se parasiter bien raide. Tu sais, présentement, les images qui sont créées sur Internet, presque plus que la moitié, c'est de l'IA qui les fait. Fait que là, elle est en train de virer en rond. C'est ça qu'elle fait. Ouais. Il y a eu une méga évolution les premières années parce qu'elle a pompé tout ce que l'humain a fait. Puis là, elle vire en rond. Puis ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Je l'ai essayé, moi, pour voir. J'ai pris mon style de peinture, puis j'ai demandé de me créer quelque chose d'autre avec une autre image. Puis tu sais, ça donnait pas pantoute ce que je voulais. Là. T'es pas capable de te saisir. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'était pas ce que je désirais. Là. Moi, j'ai fait des tests avec ça aussi, là, voir comment ça traitait une image. Puis pour elle, moi, ça m'a un peu fait peur parce que justement, pondre un logo. Il va te prendre un logo super affaires de efficace. Base, oui, effectivement. Là, j'ai l'impression que les graphistes vont manger une claque. Ouais. J'ai même demandé au AI de me faire 4 cases d'un livre pour enfants. C'est plate à dire, mais il était magnifique. Oui, c'est ça. Fait que j'ai quand même peur pour... Parce que c'est un style de dessin simple. Mais c'est ça. Oui, ça peut faire des choses simplement, mais si tu rentres dans le détail, je veux un livre pour enfants avec tel type de personnage, telle année, tout ça... Ça va te prendre 3 soirs avant d'avoir tes 4 images. T'es mieux encore une fois de t'asseoir. Oui, pour ceux qui n'ont pas le budget aussi, qui vont dire j'ai besoin d'une image pour mon dépliant sur le coin d'une table. Ouais. Mais
Je pense que au bout du compte, on va toujours réussir à trouver notre voie puis réussir à faire quelque chose avec ça. Mais, tu sais, ça m'amène sur un autre point où monétiser une passion. Ouais. Personnellement, moi, j'ai trouvé que, finalement, ça devenait un job plus qu'une passion. Ouais. Comment est-ce que vous pensez ou comment vous avez gardé la flamme pour ça? Moi, j'étais allé jusqu'à la perdre, là. J'ai arrêté de faire de la bande dessinée pendant 1 an et demi. Je me suis brûlé, là. Mes éditeurs, ils disaient, tu sors le livre un par année, il faut tout le temps que ça soit prêt pour Noël. Puis je me suis écœuré, j'avais l'impression de faire des Big Mac à la fin, là. Puis là, j'ai dit, je fais mon rêve de jeunesse, puis j'ai eu zéro fun, là. Fait que j'ai arrêté. Puis j'étais retourné faire du graphisme, de la livraison, plein de job-in, parce que je voulais plus toucher à ça. Puis j'ai fait un burn-out. Pendant 1 an et demi, j'ai pu dessiner. Puis à un moment donné, j'ai eu 2-3 appels du monde qui voulait que je fasse des planches de bande dessinée, des petits contrats. Puis j'ai recommencé tranquillement. Puis j'ai recommencé cette fois-là sans faire juste de la bande dessinée. OK. Puis j'ai dit, je referai plus jamais ça. Il faut que j'aie des contrats d'illustration, il faut que j'aie rencontré du monde, plein d'affaires différentes. Sortir, pas tout le temps être tout seul dans mon atelier, parce que tu deviens fou, là. Un artiste, ça fait juste douter, là. Tu peintures pendant 6 mois, ça va bien. Après ça, tu plafonnes parce que tu atteins un niveau de talent X. Puis là, tu te mets à douter, puis tout ce que tu fais, c'est pas bon. Puis à un moment donné, tu repognes un autre step. C'est ça toute notre vie, là. Il y a du monde qui pense qu'au début, on doute, puis qu'après, tout va bien. Non, tu doutes tout le temps pareil. Ça, tu doutes tout le temps. C'est ça, la création. Bon, là. Moi, j'ai arrêté pendant 12 ans de temps. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu comme le syndrome de la toile blanche. J'étais arrivé, puis tu sais, ça roulait, là. Je vendais, puis ça allait super bien. Puis j'ai bloqué. J'ai fait, je sais plus quoi faire. Je sais même plus vers où je m'en vais. J'ai comme figé. Puis j'ai arrêté 12 ans de temps. Puis là, les enfants ont grandi. Puis tu sais, avec la séparation, ben là, je me suis mis à repeindre 1 semaine sur 2. Puis tu sais, là avec l'atelier, ben là, je me suis mis à repeindre. Mais tu sais, pour l'exposition, c'est un peu ce que j'ai vécu. Parce que là, je me suis donné un projet dans un laps de temps trop court. Puis là, il a fallu que je tombe en production. J'ai fait 20 toiles en 4-5 mois. Je me suis écœuré, là. Je faisais 40 heures de peinture, plus ma job. Fait que, tu sais, je rentrais dans l'atelier à 9h le soir, à 2h30 du matin. Tu sais, je sortais de là, puis mais là, t'avais un deadline. On a déjà parlé ensemble. Tu savais que ça finissait à telle date. C'est ça. Fait que c'était tough. Ce que je ferais plus, là. Mais si tu faisais ça à toutes les semaines sans aucun deadline, tu vires fou, c'est sûr. Fou. Là. Ouais. Ah ouais. Puis c'est-tu quelque chose qui t'angoisse quand on parle de justement monétiser une passion? C'est-tu un mur que tu te prépares à frapper? Y a-tu une stratégie que tu vas adopter pour éviter justement de t'écœurer? Tu sais, oui, je vais prendre plus mon temps. Tu sais, je le ferai pas dans un court laps de même. Tu sais, je me dis, OK, je vais faire une expo l'année prochaine. Tu sais, je vais me prévoir de faire X nombre de toiles, mais pas dans un délai aussi court. Là. C'était trop, là. Parce qu'après ça, j'en avais mal au cœur. Là. J'étais comme, moi, j'ai envie de peindre, puis non, si j'ai pas. C'est là, ça le burn-out, c'est quand ton travail, ta passion te lève le cœur. C'est dangereux. J'ai eu 2-3 autres contrats après, puis tu sais, là, j'ai commencé à les faire, puis ça va bien. Mais je me mets pas de pression. Là, j'étais en vacances, puis j'ai fait comme je peins même pas dans mes vacances, je touche à rien. Genre de pas même payer ça. Mais c'est ça, c'est comme tu disais tantôt, effectivement, on gère des PME. Là. C'est une petite business, puis on fait tout. De notre comptabilité, secrétariat, gestion des clients, gestion des commandes, la production en tant que telle. Les médias sociaux pour la pub, ça, c'est. Tu peux te passer 4 heures dans une journée si tu veux là-dessus, il faut que tu te limites. C'est ça, c'est tellement énergivore. Avez-vous réussi à déléguer un peu ces problèmes-là ou vous prenez tout sur vous encore? Pas mal, tout, C'est difficile parce que je te dirais, quand tu prends un agent, il va prendre 30% de ta paye, puis à un moment donné, on peut pas. Fait que moi, la façon que j'ai réussi, c'est en coupant justement dans les médias sociaux. Tu vises une clientèle. Si ta clientèle, elle a 40 ans, 60 ans, ben elle sera pas sur TikTok. Fait que laisse te border de TikTok. Là. Même si tu as 300 000 vues sur TikTok, si c'est tous des jeunes de 12 ans, ils achèteront pas tes toiles. Non, c'est ça. Tu penses à la table, ça sert pas grand-chose. Ouais. Fait que tu cibles vraiment comme une agence de pub. Tu cibles les médias sociaux qui sont plus propices à ta clientèle, puis tu y vas là-dedans. Parce que sinon, tu vires fou, là.
Ouais, c'est ça. Il y a de quoi, c'est ça, c'est tellement énergivore. Puis j'ai l'impression que ça nous permet beaucoup de nous comparer sur des gens qui ont des fausses vies aussi, là, des vies de médias sociaux. Ouais. Voyons, pourquoi je produis pas comme eux? Pourquoi je suis pas aussi bon qu'eux? Pourquoi. Puis même si t'avais 300 likes par jour, là, si tu vends rien à la fin de la semaine, ça t'apporte à rien. Ça sert à rien. Non, c'est ça. Ça flatte l'ego, mais ça paye. C'est ça. C'est ça. Effectivement. Si on se projette un peu dans le futur, pensez-vous prendre votre retraite officiellement? Penses-tu un jour, Voro, arrêter de dessiner? Non, c'est drôle. Moi, j'ai... tu sais, toi, t'as envie. Toi aussi, tu vis de ton tatouage. T'sais, moi, je vis pas encore de ma peinture. Puis je me suis toujours dit... Je pense que je vais en vivre quand je vais tomber à ma retraite de mon travail, tu sais, où je vais pouvoir juste peindre, puis avoir ma galerie, puis que les gens vont venir, puis qu'ils vont acheter. Je pense que c'est là que je vais commencer à en vivre. OK, c'est intéressant. C'est un projet de retraite, c'est finalement. Un projet, puis c'est tout le temps ça que je me suis dit, tu sais, peut-être que je pourrais en vivre là, mais j'ai essayé de rentrer dans des galeries d'art, puis comme tu dis, c'est plus de 30% qui prennent. Fait que tu sais, il faut que tu produises 2 puis 3 fois plus. Fait que, tu sais, vendre une toile à un ami, un média, tu poses sur un média social, puis tu sais, t'en vends une, c'est là que c'est intéressant. Mais je vois ça plus pour ma retraite. OK, vraiment. Je pense pas arrêter de peindre, tu sais. Si, mettons, à 80 ans, je fais encore des tableaux, un peu comme Basque, tu sais, il vendait encore, puis il faisait encore de la peinture, puis tout, mais tu sais, c'est ça. Il est décédé, puis il faisait encore de la peinture, il opère, etc. Là. Ouais. Tu veux ralentir, c'est sûr, en vieillissant, parce que tu veux faire d'autres choses, voyager, voir les amis, puis profiter de la vie, mais tu peux pas arrêter. Moi, si j'arrête de dessiner 2 semaines, là, je deviens désagréable. Là. Oui, je m'ennuie trop de ça, puis à un moment donné, il faut que j'aille dessiner. C'est ma façon de relaxer, puis d'être quasiment de méditer. Là. Ouais. Mais tu veux en dessiner moins parce que quand t'es jeune, tu dessines jour et nuit, le soir, la nuit, n'importe quand. Puis à un moment donné, tu dis non, là, je vais me faire un horaire, puis je vais travailler de 8 à 5 ou tu sais. Puis c'est comme ça que j'ai réussi, moi, à avoir une vie équilibrée en ayant un horaire de bureau. Okay. Puis en travaillant, puis en disant les fins de semaine, je travaille pas, sauf si j'ai des gros contrats, mais c'est encore une fois, c'est un deadline. Je sais que je ferai pas ça pendant 13 ans comme j'ai déjà fait, travailler 7 jours sur 7. Fait que c'est ça, tu veux, c'est sûr. Tu fais quand même un horaire de 9 à 5? Ouais, vraiment. C'est drôle, moi c'est l'inverse, je veux pas d'horaire, tu sais, c'est comme, c'est le temps, là, j'y vais. Ouais. Suivre tes élans créatifs. Ouais, c'est ça. Vraiment quand parce que ton autre job, t'as un horaire. Ben oui. Ouais. J'ai un horaire puis pas, là, tu sais. J'ai un horaire, mais c'est moi qui gère mon horaire, là. C'est... Puis tu sais, si t'es assez motivé pour pas avoir d'horaire, OK. Mais la plupart du monde, là, je te dirais à un moment donné, il faut que tu donnes un horaire parce que... t'as pas le choix. Sinon, tu procrastines, puis tu ça, te dis, je vais aller prendre une marche, je vais faire mon lavage, puis la journée est finie, puis t'as pas dessiné. Le meilleur truc qu'un de mes amis m'a donné, quand ça te tente pas de dessiner, va dessiner 10 minutes. Commence. Tu seras jamais capable d'arrêter. Non. Après 10 minutes, t'es parti, puis tu te lèves la tête, ça fait 4 heures que tu dessines. C'est vrai. Tu sais, tu te dis, faut pas que tu te dises, il faut que j'aille dessiner 7 heures parce que là, ça va moins te tenter. Tu te dis, bon, je vais y aller 15 minutes, puis après ça, j'irai prendre une marche. Oublie ça, là. Je fais ça. Je rentre dans l'atelier, puis je sors un pinceau, puis je sors de la couleur. Là, des fois, je pars jusqu'à 2-3 heures du matin, là. Je suis capable d'arrêter. Ouais. Même ma blonde, elle se lève, puis elle, là, comme vient de coucher, je suis pas capable. Tu sais, la création est là, fait que tu l'utilises là. Mais ouais, c'est ça. Je pense que ce qui est expliqué, c'est l'étincelle, elle tombe. Comme tu dis, l'étincelle, la création, quand elle tombe, il faut que tu en profites. Ouais. Parce que c'est fou là, quand ça tombe. Mais cette étincelle-là, tu peux la motiver à tomber. Puis quand je pense même que des fois, il faut que tu il faut, c'est ça. Parce qu'il y a bien du monde qui dit moi, j'attends là, d'avoir l'idée. Là. Ben, va juste essayer d'écrire si c'est un roman que tu fais, puis tu vas voir qu'après 1 heure, l'idée, elle va popper, puis l'étincelle va arriver. Fait qu'il faut la pousser un peu, l'étincelle. C'est fabuleux quand elle est là. Ouais, vraiment. Mais ça arrive pas tous les jours. Ben, les gars, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Ben, tabarouette, merci. Si on veut suivre votre travail, on fait ça comment? Des réseaux sociaux, des ouais, ben, tu sais, VincentGagnon.com, Vincent l'artiste sur Facebook. Okay. Puis j'ai ma galerie là, qui est éphémère, mais qui se poursuit là, septembre, peut-être même un peu plus. Là. Cool. Okay. Ouais. Je suis bon de garder ça pour le reste de l'année, là, au 162 Saint-Germain, Ouest.
Good. C'est magnifique. Moi, je suis allé au vernissage. C'est très, très beau. Merci. Vraiment, j'ai apprécié ça. C'est un bel Moi, événement. c'est juste Voro. Vous tapez Voro sur Internet, puis vous allez trouver tout ce qu'il faut. Voro, c'est mes initiales. Vincent Rioux, j'ai tout le temps fait des gros points. C'est de là que ça vient. Quand je signe un dessin, tout le monde pense que j'écris Voro. Fait qu'avec le temps, j'ai arrêté de m'astiner. Puis c'est devenu Voro. Ça fait que vous tapez Voro, vous allez trouver des centaines de dessins de partout. Super. Ça va être un plaisir. Merci. Merci.